Ainsi donc, la trop célèbre loi Avia, la très dramatique loi Avia, va revenir sur le devant de la scène cette semaine en étant rediscutée à l'Assemblée nationale après des navettes et des allers-retours avec le Sénat. Je rappelle que cette loi Avia est une loi profondément liberticide puisqu'il s'agit en réalité de traquer les contenus haineux sur Internet et de donner 24 heures aux plateformes pour supprimer les dits contenus sous peine d'une amende considérable correspondant à 4% du chiffre d'affaires mondial des plateformes. Du jamais vu. La loi Avia est donc une loi profondément liberticide. Alors, je voudrais poser une seule question à Madame Avia. Madame Avia se plaint de propos racistes tenus notamment à son égard, je la cite, c'est ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Madame Avia est-elle d'accord pour dire que les propos tenus par les rappeurs de banlieue, issus en général de l'immigration, contre la race blanche en général et les femmes blanches en particulier, ces rappeurs employant des mots ignobles, inadmissibles, immondes qui mériteraient la prison immédiate. Madame Avia serait-elle d'accord pour dire qu'il faut traquer sur Internet ces propos haineux et condamner les plateformes à les retirer dans les 24 heures sous peine d'une amende correspondant à 4% de leur chiffre d'affaires mondial? Eh bien, je donne la réponse à la place de Madame Avia. Pour ces gens-là, il n'y aura aucune possibilité de faire appliquer la loi Avia, car pour ces gens-là, il s'agit du grand art, et l'art permet des petites facéties. Nous sommes donc dans un véritable délire. Qu'est-ce qu'un propos haineux ? Qui va définir ce qu'est la haine? Qui va définir ce qui, dans nos petits cerveaux, correspond à de la haine ou à de la violence? C'est tout simplement impossible, c'est donc totalement liberticide. En 2004 déjà, le couple infernal Chirac-Raffarin avait concocté une loi qui a été votée, qui est totalement liberticide et que nous payons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il est impossible, à cause de cette loi, de discuter librement d'un certain nombre de sujets. Eh bien, quelques 16 ans après cette loi épouvantable, due, je le répète, au couple infernal Chirac-Raffarin dit de droite, nous avons une loi Avia concoctée par une députée dit de gauche et qui est exactement de la même teneur que cette loi épouvantable de 2004. Décidément, la France, par rapport à la liberté d'opinion et d'expression, a un problème absolument considérable et l'on voit, hélas, que d'année en année, l'étau se resserre et quand on attaque la liberté d'opinion et d'expression de façon méthodique et que de façon indéfinie les lois aggravent les lois précédentes sur ce thème, nous pouvons dire que nous avançons à grands pas vers la dictature tout court, la dictature en marche. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Il s'est passé en Autriche, il y a quelques jours, une scène politique tout à fait extraordinaire. Cette scène se passait à l'intérieur de l'Assemblée législative autrichienne. Il y avait le chancelier qui était assis en train d'écouter un discours. Le discours était fait par son ancien ministre de l'Intérieur. Et la scène qui s'est déroulée est tout à fait surprenante, tant émanait de ce spectacle, d'abord un instant de grande vérité et un instant un peu unique dans la mesure où aujourd'hui, dans la vie politique, les choses sont la plupart du temps édulcorées. Alors que là, le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur du jeune chancelier autrichien,
a fait une charge d'une très grande violence contre la politique menée par son pays depuis 3 ou 4 mois concernant le coronavirus. Le chancelier était masqué, on ne voyait que ses yeux qui manifestement étaient absolument furieux, et il s'est fait rappeler à l'ordre, d'ailleurs méchamment par son ancien ministre de l'Intérieur, car il a commencé à écrire un SMS pendant le discours du ministre. Et le ministre l'a interpellé en parlant de politesse et qu'il fallait quand même écouter dans une assemblée ce que l'on avait à dire. Et donc le chancelier s'est fait vertement remettre en place. Indépendamment de ce problème de forme, entre guillemets, sur le fond, la charge du ministre a été effectivement d'une très grande violence. Il a accusé son chancelier de mettre en route ce qu'il a appelé une nouvelle normalité en partant tout simplement de la situation du coronavirus, situation gérée à la mode macronienne, c'est-à-dire basée sur les peurs, sur les mensonges, sur les allers-retours, sur des tas d'incertitudes exprimées publiquement, et finalement, l'Autriche se retrouve aujourd'hui dans une situation qui n'est pas très éloignée de celle de la France. Et le ministre a fait une comparaison implacable entre la Suède, qui a fait exactement l'inverse de ce qu'a fait l'Autriche et qui s'en porte extraordinairement bien aujourd'hui, et l'Autriche qui a fait l'inverse de ce qu'a fait avec succès la Suède et qui s'en porte extraordinairement mal aujourd'hui. Et le ministre a purement et simplement accusé le chancelier d'avoir opéré toute une opération de communication et d'action visant tout simplement à asservir la population autrichienne en la contrôlant au maximum et en continuant, après la crise du coronavirus, à contrôler cette population qui n'en demande pas tant. C'est ce que le ministre appelait la nouvelle façon de gérer la politique, la nouvelle façon de gérer la population, cette fameuse nouvelle normalité. Et en réalité, le ministre ne demandait qu'une chose, c'est que l'on revienne à l'ancienne normalité qui était infiniment préférable à celle proposée par le jeune chancelier autrichien, par ailleurs coqueluche des médias et du système politico-médiatique européen et même mondial, parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est macronien, parce qu'il est mondialiste finalement, et qu'il avance très masqué, car il a été élu plutôt sur un programme conservateur et national que sur un programme européiste. Nous avons là tous les ingrédients de la macronitude au niveau de l'Autriche, et la charge du ministre contre le chancelier a été salutaire car elle a permis de dire en vérité un certain nombre de choses que le système politico-médiatique européen et mondial refuse obstinément d'avouer. C'est donc finalement une certaine victoire de la vérité et une certaine victoire du peuple, si l'on peut parler ainsi. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Manuchon vient de nous faire une splendide vidéoconférence sur la culture. Macronor, chef de guerre, devait nous parler de la culture. C'est quand même très important. Lorsque nous allons à la sortie du coronavirus vivre un drame social, un drame économique, peut-être un drame politique de grande ampleur, il était tout de même important de parler de culture. Il était important de parler, par exemple, des gens du spectacle, des intermittents du spectacle, de l'ouverture des théâtres. C'est vraiment très important. Je reconnais qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui travaille sur son entreprise pour essayer d'éviter le dépôt de bilan doit être très content d'entendre le chef de guerre Macronor parler de la culture. Le moment est vraiment très bien choisi.
Donc je dis, Macroneur chef de guerre, bravo, dans une guerre, parler de la culture, c'était fondamental. Maintenant, qu'a dit Macroneur chef de guerre sur la culture? Ce fut absolument passionnant. Ce fut un espèce d'embrouillamini de la pensée dont ne ressortait aucune idée force, quelques idées très simples, je dirais très basiques, sans aucun intérêt, il faut le dire. Je crois que pour Macroneur chef de guerre, la culture est un mot qui lui est étranger. Il ne sait pas ce qu'est la culture, il ne saura jamais ce qu'est la culture. Il ne sait pas définir la culture et il montre d'ailleurs depuis 3 ans un niveau d'inculture qui dépasse l'imagination. Donc, il était normal que le discours soit creux, soit phraséeux, soit prétentieux, soit nullissime, il faut le dire clairement. Alors maintenant, il faut toujours comparer ce que disent les gens et ce qu'ils font. Donc, supposons que finalement, le discours de Macron, il y a quelques jours sur la culture, ait été intéressant. Supposons, c'est une supposition, c'est un rêve. Ça n'a pas été le cas. Mais supposons, allez, soyons gentils, soyons charitables, supposons que Macron ait fait un discours intéressant. Comment pratique-t-il la culture? Il pratique la culture quand il a les moyens qui lui sont donnés de montrer la façon dont il envisage la culture. Par exemple, et j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur cette télévision, sur TV Liberté, il y a la fameuse fête de la musique, fête hautement culturelle, la musique, le langage magnifique de la musique. Que fait Macron pendant la fête de la musique? Il transforme l'Élysée en un bordel africain. La fête de la musique vue par Macron, c'est tout simplement du rap avec des paroles absolument ignobles, sur des musiques absolument ignobles, et avec des danseurs qui dansent de façon épouvantablement laide. Voilà la culture envisagée par Emmanuel Macron. Si l'on se contente des discours, évidemment, on ne comprendra jamais. Donc il faut toujours lier le discours et la réalité. Donc, une fois de plus, il a été prouvé, il y a quelques jours, par le discours de Macron sur la culture, qu'il y a une multitude de Macron. Il y a le Macron qui va parler pendant une demi-heure, parce que c'est important quand même que les intermittents du spectacle sachent exactement ce qui va se passer en juin. C'est tout à fait fondamental pour l'avenir de la France. Et puis, il y a la pratique culturelle de Macron qui consiste à organiser à l'Élysée des fêtes de la musique comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Tout cela est hautement consternant. La culture, véritablement, ne sera jamais dans le logiciel de la macronitude, je dirais même dans le logiciel des élites politico-médiatiques d'aujourd'hui, le mot élite étant employé entre guillemets bien sûr. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Le système politico-médiatique, ce que l'on appelle le système avec un S majuscule, attaque régulièrement les complotistes. Qui sont les complotistes? Évidemment, ce sont les gens qui naviguent sur Internet à la recherche de fausses nouvelles ou qui émettent d'ailleurs des nouvelles qui sont complètement fausses. Tout ça pour troubler le jeu, pour enfoncer de mauvaises idées dans la tête des populations, pour mentir, pour faire croire un certain nombre de choses complètement fausses, pour contredire un certain nombre de décisions prises par les gouvernements. Le complotiste est quelqu'un de profondément dangereux qui manipule et qui finalement démolit peu à peu la démocratie. Voilà résumé très brièvement ce qu'est aujourd'hui pour le système un complotiste. Mais je voudrais savoir qui sont les complotistes. Je pense que le système est extraordinairement complotiste. Je voudrais citer 2 exemples. La création de l'Union européenne à partir des années 50. Et c'était officiel dans les instances
qui ont organisé l'Union européenne, il était décidé qu'il fallait mentir aux populations et leur faire croire par tous les moyens que l'Union européenne serait la 8e merveille du monde en termes d'enrichissement, en termes de paix, en termes d'absence totale de chômage. L'Union européenne devenait une sorte de déesse qu'il fallait magnifier envers et contre tout, et en mentant effrontément. C'était absolument dit officiellement dans les cercles des pouvoirs de l'époque. C'est ce qu'on appelle un complot, c'est-à-dire, en réalité, monter des opérations en mentant et en disant exactement le contraire de la réalité. L'Union européenne a été créée, a été imaginée d'abord, puis montée par des complotistes. Deuxième exemple, quand nous regardons ce qui s'est passé, notamment sous l'ère Sarkozy, avec la destruction systématique du Moyen-Orient par une politique notamment de l'Union européenne et notamment du couple infernal Sarkozy-Bernard-Henri Lévy, quand nous regardons ce qui s'est passé en termes de communication, nous avons eu tous les éléments du complot. Les informations données par le système étaient absolument fausses, étaient complètement inventées dans un certain nombre de cas. Il s'agissait par tous les moyens de souffler sur la braise pour justifier une pseudo-intervention qui a abouti tout simplement à détruire partiellement le Moyen-Orient au prix simplement de millions de morts. Qui étaient les complotistes ? C'était le système politico-médiatique. Dans mes deux exemples, il y a eu, Dieu merci, un certain nombre de personnes qui, justement, par Internet, ont pu s'informer, ont pu faire tourner des informations, certes quelquefois erronées, mais il vaut mieux faire tourner des informations avec le risque que quelques-unes soient erronées, plutôt que de se faire matraquer par un système politico-médiatique totalement menteur qui fait la pluie et le beau temps en termes de conduite des populations. En clair, les complotistes ne sont pas ceux que l'on décrit, ce sont ceux qui déclarent qu'il y a des complotistes. Les complotistes, aujourd'hui, sont dans le grand système politico-médiatique mondial, ce système mondialiste qui a pour but, en fait, d'asservir à terme les populations. Et en cela, des institutions, des télévisions comme TV Liberté sont absolument essentielles, car ce sont ces télévisions, ces institutions, tous ces gens qui décident sur Internet de se documenter et de faire tourner un certain nombre d'idées qui ne seront jamais exprimées dans le grand système politico-médiatique. Il s'agit absolument de continuer ce travail, quitte par moment à faire des erreurs, ça n'a absolument aucune importance. Il faut accepter de faire des erreurs, il faut dénoncer à temps et à contre-temps les véritables complotistes qui sont de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en réalité ce grand système politico-médiatique mondialiste. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Quel modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui? L'on pourrait imaginer par exemple que les jeunes filles d'aujourd'hui rêvent d'être une Cendrillon et se faire tout d'un coup aborder par un prince charmant qui les emmène au loin, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Non, calmons-nous, nous sommes en 2020, calmons-nous tout de même. Bon, alors, les jeunes filles pourraient avoir comme modèle Mère Teresa, qui a consacré la fin de sa vie à s'occuper dans les faubourgs de Calcutta des gens les plus miséreux et qui apportait son réconfort à ces populations tellement déshéritées. Ou bien, par exemple, Geneviève de Galard, une jeune infirmière parachutée à Dien Bien Phu qui voulait absolument soigner les légionnaires alors qu'elle savait qu'elle risquait la mort. Non, quand même.
Non, on va quand même pas parler de tout ça. Non, Mère Teresa, non. Geneviève de Gallard, non, ce ne sont pas des bons modèles. Eh bien, il suffit d'écouter notre sorcière bien-aimée, la Marlène Schiappa, celle qui fait tourner les tables, pour savoir qui est la personne qui fait rêver aujourd'hui nos jeunes filles. Eh bien, cette personne, c'est Madame Pyjama, la porte-parole du gouvernement. Eh bien oui, bien sûr, il suffisait de consulter Marlène et nous avions la réponse. C'est ça l'avantage d'être une sorcière bien-aimée, c'est qu'elle a une réponse à tout. Donc le modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, Dixit, notre sorcière bien-aimée, c'est Madame Pyjama. Alors Madame Pyjama, notre sénégalo-française, qui est donc porte-parole du gouvernement de la 5e puissance mondiale, tout de même, la France, un beau pays. Madame Pyjama a un sens assez particulier de sa personne. Alors d'abord, le fait de s'exhiber en pyjama quand on est porte-parole de la 5e puissance mondiale, c'est peut-être d'abord cracher sur son pays d'origine, le Sénégal, car je ne suis pas sûr que les Sénégalais soient très heureux de voir la porte-parole sénégalo-française du gouvernement français s'exhiber en pyjama de la sorte. Donc c'est une sorte de crachat moral. Zemmour a eu un crachat physique, c'est une sorte de crachat moral sur son peuple d'origine, qui est un peuple fier et qui ne doit pas du tout apprécier ce qui se passe avec notre Madame Pyjama. La deuxième chose, elle crache sur les Français, parce que s'exhiber en pyjama lorsque l'on est porte-parole de la 5e puissance du monde, de ce beau pays qu'est la France, c'est cracher tout simplement sur les Français. Elle a eu la nationalité française il y a très peu de temps, elle devrait évidemment avoir un formidable respect pour la France, et donc manifestement, elle pratique assez facilement l'art du crachat moral. Et puis, reconnaissons-le, elle crache en permanence sur la population française. Il suffit d'écouter ce qu'elle raconte en nous mentant, en se contredisant tout le temps, en disant absolument n'importe quoi. C'est véritablement mépriser la population française. C'est une sorte de crachat moral qu'elle déverse sur notre population qui, évidemment, mérite un autre traitement. Et bien voilà le modèle donné par notre sorcière bien-aimée Marlène Schiappa aux petites jeunes filles françaises. Eh bien, ce qu'il faut espérer, c'est que, une fois de plus, Marlène Schiappa ne soit pas écoutée et que nos jeunes filles pensent à d'autres modèles infiniment plus appréciables que le modèle proposé par Marlène Schiappa. Il faut dire que notre Madame Pyjama fait partie d'un gouvernement dont le responsable, le chef suprême, Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, n'a été élu que par une minorité de Français en 2017. Ceci peut expliquer cela. La porte-parole du chef de guerre Macron ne représente évidemment pas la France, mais sans doute une partie très minoritaire de notre population. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.